Et on va commencer quand l'enregistrement. Ok, donc tout d'abord, on s'excuse pour le retard, qui n'est pas ma faute d'ailleurs. Allô, je t'attends. Oui. Tu m'entends pas, Yudmila? Tu m'entends? Si, j'entends. Ok. Je t'attends. Donc, on s'excuse pour les retards et on voudrait remercier au nom du OSPP, mais surtout des organisateurs de OSPP de Meknès, donc de notre congrès international qui aura lieu en septembre. Et donc, on voudrait remercier beaucoup Lyudmila Yakovleva qui a accepté de nous faire cette conférence sur les cabanes à noces de mammouth du paléolithique supérieur européen, qui est un argument sûrement très, très intéressant. Donc, je suppose que tout le monde connaît Lyudmila, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est bien sûr un archéologue de l'Institut d'archéologie NAS de l'Ukraine, mais elle est aussi rattachée à l'UNR ArtScan du CNRS. Depuis longtemps, elle travaille dans le cadre des architectures des os à mammouth, surtout en Ukraine, mais je passe donc la parole à Lyudmila, que sûrement va vous expliquer mieux que moi toutes ces recherches. Merci encore, Lyudmila, pour avoir accepté et pardon encore pour les retards. À toi. Merci beaucoup, Martha. Merci beaucoup des organisateurs du congrès. Et pour moi, vous présenter timidement mes travaux et travaux toutes les autres chercheurs qui travaillent dans ce thème depuis un siècle, depuis plus qu'un siècle. Alors, je commence. Le grand corpus des habitats des plein air du Tic supérieur a révélé plusieurs structures d'habitat construites en os des mammouths. Un choix original de matières organiques offertes par la nature et que le groupe humain se sont particulièrement appropriés. Dans l'histoire des fouilles des structures d'habitat en ossements des mammouths, qui débutent à la fin du 19e et au début du 20e siècle, plusieurs étapes peuvent être mentionnées en ce qui concerne leur interprétation diverses et contradictoires. Des amas des échecs osseux, des amas de stockage d'ossements, des lieux d'un culte ou d'un rituel, et enfin une habitation avec d'autres types de structures liées aux fonctions socio-économiques d'un habitat de plein air. L'utilisation intensive des ossements et des fentes de mammouth comme matériaux de construction fait l'originalité de ces habitats de plein air des zones pléniglaciaires d'Europe centrale et orientale, du paléolithique supérieur moyen et récent. Ils sont construits par des groupes humains de traditions culturelles diverses qui se sont installés dans ces régions sous le climat froid et sec dès la fin du dernier pléniglaciaire dans un paysage de steppes froides. Dans ces conditions géographiques et climatiques de steppes à mammouth, où sont absents les abris naturels, l'installation et l'aménagement d'un habitat de plein air est une importance primordiale pour la vie et la survie du groupe humain. La disponibilité des constructions des carcasses d'ossements des mammouths qui fournissent en grande quantité la matière dure animale pour leur approvisionnement dans ces aires géographiques est à l'origine d'une pluralité de constructions en ossements des mammouths liées à la variabilité des traditions culturelles. En effet, la même grande disponibilité des matériaux les plus volumineux et les plus lourds du squelette du mammouth fait apparaître des constructions variées et complexes dans les habitats du plein air,
aurignaciens, pavloviens, gravessiens oriental, Kostionki Avdieva notamment, gravessien final, Pushkari 1, culture des Amiatniens et notamment Kostionki 11, niveau 1A et Mésinien. La plus ou moins grande complexité des structures d'habitat en hausse des mammouths, la variété de leurs formes, de leurs dimensions, de leurs fondations, leur contexte spatial sont peut-être liés à des fonctions différentes. Grande habitation, c'est-à-dire canne, circulaire ou ovalaire, petite habitation circulaire ovalaire, habitation semi-souterraine, enclos, enceinte fermée, murs, amas de stockage, fosse de stockage, structure funéraire. Depuis 150 ans et plus, les fouilles de longue durée des structures complexes en hausse des mammouths, des habitats de plein air, ont pris une ampleur considérable et ont fait d'objet de plusieurs synthèses, ainsi que d'ouvrages de vulgarisation et même d'expositions muséographiques. Actuellement, en Europe centrale, un des plus anciens sites avec des structures d'habitat en ossement de mammouth est connu dans le bassin du Dniestre moyen. Il s'agit de l'habitat aurégnacien de plein air de Klimaouti II. Le gisement s'est situé dans l'espace carpato-dnistrénien de la région Klimaouti-Rashkov en Moldavie. En 1887, à Klimaouti II, pendant les travaux de la construction, une crèche a été découverte de nombreux os de mammouths. La même année, les fouilles de sauvetage ont été effectuées sur 2 chantiers, 160 et 30 mètres. Une partie du site a été détruite avant des fouilles. Le même niveau supérieur de l'habitat de Klimaouti II a été attribué à l'Aurignacien. C'est ici, dans ce niveau, qu'a été trouvée une grande accumulation d'ossements des mammouths définis comme des habitations de tangues. La première cercle d'ossements à mètres, mètres carrés, le second une surface 26 à 28 mètres. Entre deux espaces, il y a une petite zone vide de largeur 1 mètre et de longueur 1 mètre 50. Dans le niveau d'occupation ont été trouvés aussi les restes d'un foyer, plusieurs pierres en calcaire et près de 4000 artefacts en silex. Ces constructions circulaires ont été aménagées des mammouths provenant de 19 individus d'âge variés. 11,28 scapula et pour les os longs, 14 humérus, 5 radius, 10 ulna, 8 os du carpe, 11 fémurs, 17 tibias et 2 fibulas. La partie extrême dans les directions nord-sud était distante d'une à l'autre de 11 mètres. La zone sud-est de la structure est délimitée à l'extérieur par un groupe de 7 défenses et un groupe d'os longs, parmi lesquels 4 humérus perforés. L'aménagement pour une même dose groupée dans le pourtour circulaire de la structure a été observé aussi par un groupe de crânes juxtaposés avec les alvéoles légèrement enterrés dans le sol et des superpositions de 2 ou 3 os longs. Des reconstitutions interprétatives
Des vestiges de ces constructions ont été proposés par Ilya Barziak et Sergei. Au Gravettien, en Europe centrale, sont connus plusieurs types de structures d'habitat de plein air aménagées avec des os et des défenses de mammouth. Parmi celles-ci, il faut souligner les sites d'habitat bien connus qui sont fouillés, publiés et discutés en plusieurs reprises, notamment les structures spatiales des sites pavloviens de Moravie à Dolny Vestonice, Milovets et Pavlov. À Dolny Vestonice, Boguslav Klima a mis en évidence deux structures d'habitat circulaires de 6 mètres de diamètre, limitées par des pierres, un remblai en l'os et des trous de calage avec des foyers intérieurs et des fosses extérieures. À proximité, une ravine comblée a fourni une accumulation d'ossements de mammouth de 4 mètres de long sur 12 mètres de large. À Pavlov, Boguslav Klima a découvert 11 structures d'habitat circulaire similaires à Milovets. À Milovets, Martin Oliva a découvert plusieurs structures d'habitat circulaire à foyer central définies par des cercles de gros ossements de mammouth, os longs, omoplates, bassins, mandibules, collectés sur les accumulations d'ossements de mammouth situés à proximité, dont il ne reste qu'une surreprésentant des côtes, vertèbres et os du pied. Plusieurs types de structures d'habitat ont été définis dans le pavlovien et publiés par Irje Sloboda. Habitation circulaire semi-souterrain entourée par un cercle de pierre représenté par le sol cabane numéro 2 de Dolny Vestonice 1. Irje Sloboda souligne que la reconstitution à élévation proposée par Boguslav Klima, toit plat incliné, n'est guère convaincante et suggère une structure en tipi plus logique avec un plan au sol circulaire A. C'est sur le plan. B. Habitation circulaire en surface marquant un cercle d'os de mammouth représenté à Dolny Vestonice 1 et à Milovets. La suite, les habitations circulaires semi-souterraines sans cercle d'os ou de pierre, dont le plus représentatif est la cabane de Pavlov numéro 5, mais dont d'autres exemplaires sont connus à Pavlov 1, Dolny Vestonice 2. 3 types de cabanes plus une quatrième, c'est-à-dire 2, sur le plan, représentés par un foyer central sans limite visible, ne sont que des variantes d'un seul type de cabane en forme de tipi, dont les calages circulaires sont des ossements de mammouth ou de pierres. Dans cette typologie de cabanes circulaires, il faut souligner que cette utilisation de pierres se retrouve aussi à Gagarina et cette utilisation en grand nombre de gros ossements de mammouth se retrouve à Kostyonki 11, 1, A et dans les plusieurs cabanes des Mésigniens d'Europe orientale. Les recherches archéologiques sur les habitats en os des mammouths d'Europe orientale tout au long du XXe et au début XXIe siècle ont constitué un grand corpus de données archéologiques qui a permis de réviser et de rediscuter les reconstitutions des habitats proposés sur la base des fouilles actuelles et des données archivées des fouilles anciennes bien enregistrées. Les recherches archéologiques sur les habitats en os des mammouths de l'Europe orientale tout au long du XXe siècle ont constitué un grand corpus et sur lequel on va préciser exactement
période 24 à 21 000 bépides dans le Grand Plain d'Europe orientale. C'était plusieurs types de sites avec les structures en os des mammouths sont connus. Parmi celles-ci, le type d'habitat des Kostionki Avdiïev, le mieux étudié et le mieux défini, a été redondant et délocal. Du 60 km au nord de Voronezh, dans le site d'habitat de plein air du Gravation oriental de Gagarine, en 1927 a été découverte par Sergei Zamyatin une habitation circulaire. Une partie de l'habitation a été endommagée par des travaux de terrain avant les fouilles. La surface d'habitation a une large de 4 et demi par 5,5 mètres. À l'intérieur, le pourtour circulaire de la construction a été réalisé avec de gros plaques de calcaire et des os de mammouth, crâne et défense en préférence. 2 fosses profondes et allongées sont corps de l'habitation qui montrent une ressemblance avec des fosses connues dans les structures d'habitat des Kostionki 1 à Avdiïev-Zarais. La structure complexe est illustrée tout d'abord par les premières structures d'habitat des Kostionki entièrement fouillées et publiées et sert de référence majeure pour ce type d'habitat. Cette structure, 36 par 15 mètres, est composée d'une grande surface ovalaire contenant une série de 10 foyers de la plus grande longueur. Ces foyers sont entourés de plusieurs petites fosses, de plusieurs fragments d'ossements plantés verticalement dans le sol. La couronne périphérique autour de la grande surface centrale est constituée de grands et profonds os de différentes formes associés avec de grosses défenses des os longs, des os plates, qui peut-être révèlent les vestiges de construction en os des mammouths. 4 de ces grandes fosses ont été interprétées comme des habitations semi-souterraines et 12 fosses comme des fosses plates et des os des bassins des mammouths. Couche 1 est de dimension 30 à 22 mètres. Elle présente la même organisation avec des foyers et des grandes fosses interprétées aussi comme des habitations semi-souterraines et des fosses de stockage. Les fouilles de cela ne sont pas encore achevées. Avdiïev. 2 structures semblables ont été trouvées à une distance de 20 mètres l'une de l'autre. La première structure est composée d'une surface ovalaire de 45 par 20 mètres et 7 grandes fosses interprétées comme des habitations semi-souterraines et 8 fosses de stockage. La deuxième structure est constituée d'une surface ovalaire de 28 à 15 mètres, avec 5 foyers alignés dans la plus grande longueur. Grande fosse périphérique entoure la partie centrale de l'habitat. Parmi les nouvelles données importantes, il faut mentionner les résultats des fouilles 1997-2000 de la zone située entre les 2 structures du site d'Avdiïev, qui ont été effectuées par Evgenia Bulachnikova et Gennady Grigoriev, qui est décédé tous les 2. Pour la première fois dans la surface de 70 mètres carrés située entre les 2 structures d'habitat d'Avdiïev, on était découvertes des niveaux archéologiques qui avaient des vestiges
des fosses, des silex d'habités en grande quantité et d'autres artefacts. Ces découvertes posent à nouveau les questions de la formalisation et de la validation de la structure d'habitat de type Kostyonki Avdiïeva et de ses composants, comme le principe des 5 centres et de la périphérie. La ressemblance entre tous ces ensembles d'Avdiïeva 1, Kostyonki 1, Kush 1, Zaraysk montre l'existence d'une structure d'habitat typique relativement élaborée et caractéristique pour Avdiïeva et Kostyonki. Type Avdiïeva-Kostyonki. Le modèle de reconstitution de ce type d'habitat a été proposé par Piotr Petrovich Yefimenko, d'après la première structure d'habitat de Kostyonki. La définition de cette structure s'appuie sur un plan révélé par l'axe central d'une série de foyers alignés et la position périphérique de plusieurs grandes fosses aménagées avec des os de mammouth qui définissent les éléments centraux et périphériques d'une structure. Cette structure complexe, d'après les conclusions de ces chercheurs, et notamment par Piotr Yefimenko, est le vestige d'une grande et unique habitation sédentaire. Ces idées ont circulé pendant plusieurs années et ont marqué une étape importante dans les recherches de l'archéologie soviétique. L'influence de ces hypothèses se retrouve dans les reconstitutions d'autres types d'habitats, interprétés également comme l'établissement d'une structure avec de longues et grandes habitations, comme à Pushkari 1, Kostyonki 4, niveau inférieur. Pendant cette période de recherche, la stratégie des fouilles archéologiques s'est appuyée principalement sur les techniques de grand décapage de surface pour révéler prioritairement la planigraphie complexe d'une structure d'habitat, a priori contemporain pour les chercheurs, illustrant le mode de vie du peuplement dans cet habitat jusqu'à la reconstitution de la structure sociale de la société paléolithique. Revenant sur les données archéologiques des habitats de Kostyonki 1, on peut faire remarquer que l'hypothèse de fonctionnement d'un habitat de longue durée est basée sur la complexité et la dimension importante de la structure d'habitat avec des habitations et des grandes fosses de stockage définies comme telles. L'épaisseur importante du niveau archéologique, l'abondance des restes phoniques, l'abondance des artefacts archéologiques et plus précisément de l'industrie lithique, des industries osseuses et des objets d'art mobilier. Cette conclusion est aussi basée sur l'hypothèse de la contemporanéité de toutes les constructions et des assemblages artefacts archéologiques, qui peut être discutée en revenant sur l'archive détaillée et précise des fouilles et plus encore en s'appuyant sur des documents des fouilles récents avec des précisions et les réflexions détaillées des chercheurs sur l'unicité du niveau archéologique de la deuxième structure d'habitat de Kostyonki 1, de la deuxième structure d'habitat d'Avdiïeva sur l'unicité ou la multiplicité des horizons archéologiques des Zaraysk, qui est en cours d'étude par Amirkhanov et Sergei Lev. La complexité de la première structure d'habitat de Kostyonki 1, couche 1, elle aussi soulève périodiquement des questions quant à sa reconstitution. Il est intéressant de constater la diversité des opinions concernant le modèle de reconstitution de cette structure d'habitat à partir du plan au sol standard. Les discussions principales ont concerné tout d'abord la partie centrale, interprétée toujours comme une longue et unique habitation de formes et dimensions différentes. La diversité des opinions se révèle également dans les interprétations des grandes et profondes fosses, des différentes formes comme des habitations semi-souterraines ou des fosses de stockage permanentes ou saisonnières, hiver ou
été, définie comme telle avec l'aide des différentes analogies ethnographiques. La complexité de la diversité des constructions associées avec différents types de gros ossements des mammouths soulève plusieurs questions sur leur reconstitution architecturale et leur fonctionnement. Un problème majeur se pose pour la procédure de formalisation et de définition des constructions caractéristiques de type d'habitat Kostyonki Avdeeva. La description et la caractérisation de ces structures sont à l'origine des différentes interprétations. Celles-ci concernant tout d'abord la dimension de longueur, tout d'abord la différence morphologique des fosses et notamment la diversité des dimensions de leur longueur, de leur largeur, de leur profondeur et aussi la diversité de leur forme, qui circulaire, ovalaire, allongée, avec ou sans extrémités étroites, interprétées comme des entrées souterraines. Un autre type de structure d'habitat aménagée avec des ossements de mammouth a été retrouvé dans le même village de Kostyonki. Il s'agit des habitats de Kostyonki 2, de Kostyonki 3, de Kostyonki 11 niveau A et Kostyonki 19. D'après plusieurs chercheurs, ces habitats ont été attribués à la culture des Amiatines datée autour de 20 500 BP. Parmi celles-ci, le site de Kostyonki 11 niveau 1A a révélé des structures d'habitat des mieux conservées et étudiées. Le site de Kostyonki 11, connu aussi sur son autre nom Anosavka 2, a livré plusieurs niveaux archéologiques. Le niveau 1A de Kostyonki 11 a fourni actuellement 3 structures d'habitat semblables. La structure d'habitat révélée par une accumulation à une forme circulaire de 9 mètres de diamètre, entourée de 5 fosses ovalaires ou allongées, remplies essentiellement d'ossements de mammouth. Cette structure d'habitat, après décapage partiel, a été conservée in situ sur le toit d'un musée de site et est restée intacte jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, une partie de cette accumulation d'ossements des mammouths a été détruite avant les fouilles. Néanmoins, les grosses os des 36 mammouths ont été utilisés par cette construction. Les crânes, les mandibules, les os et les os plates ont été largement utilisés. Le cercle est aménagé avec différents types d'os des mammouths par la mise en place d'un même type d'os groupés de façon répétitive. En particulier, on note que le secteur sud-est est composé de 8 mandibules juxtaposées dans la même position anatomique, le menton vers le bas, et le 2 mandibules dans la position inverse. Le secteur sud est construit avec des os plates, les omoplates, des os des bassins ainsi que des autres os longs groupés. Le même principe d'aménagement se retrouve dans le site des Mizines des bassins du Dniepr. Une autre structure d'habitat de Kostyonki 11 niveau 1 a été découverte à 17 mètres au nord-est de la première et fouillée partiellement en 1970. D'après Rogatchev, la reconstitution de ce type de structure d'habitat a une très grande habitation mammouth entourée de fosses de stockage. En 2013, une troisième structure d'habitat de Kostyonki 11 niveau 1A a été découverte à 17 mètres à l'ouest de la première. Bien évidemment, les questions de la corrélation stratigraphique entre ces 3 structures d'habitat
reste à résoudre. La troisième structure d'habitat des questions qui 11 niveau 1 a révélé une accumulation importante d'ossements des mammouths de forme circulaire de 12 mètres de diamètre entourés de fosses ovalaires ou allongées remplies essentiellement d'ossements des mammouths. Les fouilles en cours sur la direction d'Alexandre Doudin ont mis en évidence une construction complexe avec un enclos d'ossements qui forme en fait l'une enceinte circulaire d'un espace fermé, à l'intérieur duquel se trouvent des vestiges d'une autre enceinte d'ossements. Néanmoins, pour cette construction, près de 3000 os ont été utilisés, qui proviennent de moins 64 mammouths. Parmi ces individus, les juvéniles sont bien représentés. Enfin, ces trois structures d'habitat en os des mammouths de 9 à 12 mètres diamètre, des questions qui 11 niveau 1, représentent un type de construction circulaire en os des mammouths de dimensions importantes qui révèle une attention particulière donnée à la construction d'un grand espace d'habitat circulaire ouvert pour protéger des activités diverses intérieures. Le site de plein air de Pushkari 1 est situé sur la rive droite de la Desna, au sud du village de Pushkari 1, à l'environ 20 km de la ville de Novgorod-Seversky dans la région de Tchernigov. La première fouille des années 1930 ont été commencées par Rudinsky et continuées par Boriskovski. Pavel Boriskovski a découvert une structure d'habitat de 4 mètres par 12 mètres carrés, constituée de 3 structures circulaires contiguës, centrées chacune sur un foyer. Les nombreuses défenses des mammouths, précisément 69, avec d'autres vestiges osseux mal conservés, trouvés J'ai un petit problème technique, excusez-moi. Dans d'autres vestiges osseux mal conservés trouvés autour des 3 foyers. La reconstitution proposée en 1953 est une habitation longue, inspirée de celle proposée par Rogatchev pour question qui 4, qui a été discutée depuis. En 1981, Valentina Bilaeva reprit les fouilles du site. Dans la partie du site fouillée, une structure d'habitat composée des foyers, des zones d'activité et des zones dérégées a été relevée. Les ossements des mammouths avec plusieurs défenses, des fragments des côtes, des vertèbres, des dents, des os longs ont été également trouvés. À partir des décapages successifs effectués depuis plusieurs années, qui ont été mis en comparaison avec les fouilles des archéologues précédents, Valentina Bilaeva a proposé une reconstitution globale des structures d'habitat des questions qui sont composées de plusieurs habitations, parmi lesquelles des petites habitations ovalaires bien visibles, et qui sont construites avec des défenses et des os des mammouths. Ces habitations possèdent des foyers intérieurs, des foyers de plein air, des zones d'activité et des zones dérégées. Des ateliers de taille du silex ont été également mis en évidence. Ces structures d'habitat complexes ont été interprétées par l'auteur comme des habitats saisonniers d'été. Leur fonctionnement serait lié à une spécialisation principale du site comme atelier de taille du silex situé à proximité d'un gîte local en place. La chasse aurait été une activité secondaire.
Ces sites de plein air a fonctionné dans l'environnement froid et sec du plaine-glaciaire supérieur de la Grande Plaine. Les dates variaient de 1000 à 21 000 BP. Entre 15 500 et 14 500 BP sur le bassin du moyen et supérieur du Dniepr et de ses grands et petits influents s'est installé et développé un peuplement qui appartient aux Messéniens, appelé aussi Épigravation orientale. Sous le climat froid et sec des fins des dernières plaines glaciaires, dans un paysage de steppe froide de la grande plaine de l'Europe orientale. La reconstitution de ces constructions des conditions climatiques a été confirmée par plusieurs sites, par les recherches géologiques et palynologiques effectuées par Velichka, Veklich, Matveyshina, Gribchenko, Kurenkova. On était distingué trois types de sites. Les habitats résidentiels avec des constructions architecturales complexes en hausse et en défense des mammouths qui sont installés à proximité des concentrations importantes de carcasses des mammouths qui ont été intensivement exploitées pour la construction de l'habitat ainsi que pour la fabrication d'outils, d'objets de parure et de sculptures. Deuxième, c'est le site de passage avec ou sans collecte et stockage des piles d'ossements des mammouths, mais sans construction qui révèle des déplacements réunions pour approvisionnement en matières premières, les chats saisonniers et pour les échanges nécessaires à la vie du groupe. Et les sites de concentration des carcasses des mammouths d'origine naturelle qui fournissent en quantité et en diversité la matière dure animale disponible pour l'homme à cette période, qu'ils sont soit exploités ou non. Dans ce cadre de notre conférence, nous allions nous concentrer plus précisément sur les sites d'habitat avec des cabanes en hausse des mammouths bien connus comme Гонцы, Добраничевка, Мезин, Межирич et Юдиново. Le site d'habitat de Добраничевка se situait sur un promontoire de la rive gauche de Supoy, un affluent du Dniepr. Il a été fouillé par Ivan Shavkaplas entre 1953 et 1975 avec des années d'interruption sur une surface de 2000 m². Ce site d'habitat de plein air est constitué de 4 cabanes en hausse des mammouths circulaires de 4 mètres de diamètre chacune. Chaque cabane a été entourée de fosses de stockage, de foyers, de zones d'activité et de zones dérégées. Le cercle d'ossement de chaque cabane a été édifié avec des crânes des mammouths installés dans la même position, les alvéoles enterrés dans le sol. Entre les crânes, l'espace est complété avec des os parmi lesquels plusieurs sont plantés dans le sol. Ce sont des os plates, omoplates et bassins, des os longs et des défenses. Chaque cabane possédait un foyer intérieur. La cabane numéro 4 est conservée in situ dans le musée des sites de Добраничевка. Leur reconstitution en forme tchoum a été proposée par Ivan Shavkaplas. Le site de Юдиново est situé sur la périphérie sud-ouest du village de Юдиново, région du Bryansk. La rive droite de la rivière Sud-Est, grand affluent de la rivière Desna qui se jette dans le Dniepr. Actuellement, le site de plein air de Юдиново, qui est en cours d'étude par Gennady Khlopachov, a livré 5 structures d'habitat en ossement de mammouth, bien distinctes
les unes des autres avec des vestiges de foyers, des zones cendreuses, des zones d'activité et des fosses qui les entourent. La grande structure en hausse des mammouths numéro 1, de dimension 9,5 par 9 mètres carrés, a été fouillée par Polikarpovitch. La partie intérieure de la cabane a été approfondie. Dans la partie ouest de la cabane se trouvait un grand foyer. La structure en hausse des mammouths numéro 2 a été fouillée et définie par Vladimir Boutko et confirmée par Zoé Abramov comme une cabane circulaire de 5 mètres de diamètre. Les structures en hausse des mammouths numéro 3 et 4 ont été fouillées et définies par Zoé Abramov, deux cabanes d'une forme circulaire de 5 mètres de diamètre. Elles sont situées l'une à côté de l'autre. Le sol de la cabane numéro 3 a été approfondi et possède une petite foyer intérieur. Le sol de la cabane numéro 4 est plat et sans foyer intérieur. La structure en hausse des mammouths numéro 5 a une forme circulaire de 6 mètres de diamètre. Elle a été fouillée partiellement par Vladimir Boutko et elle est actuellement en cours de fouilles par Gennady Khlopachov. Il faut donc s'attendre à l'achèvement des fouilles et de nouvelles publications. Le site des Mizines est un habitat très célèbre du Paléolithique supérieur récent, daté autour de 15 000 BP. Il est situé sur un promontoire d'un versant de la vallée de la Disna, un affluent du Dniepr. Les fouilles des Mizines se sont déroulées sur 3 étapes. Les fouilles des années 1908 jusqu'à 1916, menées sur la partie centrale du promontoire, et malheureusement, on connaît très peu de choses sur ça. Les fouilles les années 1930-32 qui se sont effectuées au nord, au sud et à l'est. Et les fouilles des années 1954-1961 qui ont été réalisées dans la partie ouest et nord-ouest du promontoire et dans la partie est et sud-est. La planigraphie de l'habitat révèle clairement que sa localisation a été dictée par la configuration naturelle du promontoire descendant vers la vallée de la rivière Desna. L'habitat a été installé sous la protection de la pente du versant et a suivi le pendage nord-ouest-sud-est du promontoire et sa géomorphologie. Il a révélé sur une superficie de 1200 mètres carrés une occupation du long de 70 mètres jusqu'au fond de la ravine évasée qui rejoint la vallée de la Disna. Dans les zones du bas du promontoire, on était découvert des ossements de mammouths en faible quantité, plusieurs squelettes entiers et des parties de squelettes en connexion anatomique des carnivores, loups et renards polaires en préférence, des vestiges de foyers, des artefacts lithiques qui ont été interprétés comme des zones marginales du site, illustrant des activités de dépeçage de ces carnivores chassés pour la préparation des peaux et pour la fabrication des vêtements de fourrure. Les fouilles d'Ivan Shavkaplas ont été localisées directement dans la partie du sud la plus haute du promontoire et c'est ici qu'a été découverte une grande partie de l'ouest et du nord-est de l'habitat avec une grande cabane en hausse des mammouths numéro 1 entourée de plusieurs autres structures spatiales. Le décapage 1954 avait mis en évidence
une concentration importante d'ossements des mammouths enchevêtrés d'une épaisseur jusqu'à 50 mètres, des formes circulaires, 5,6 par 5,9 mètres carrés et d'une superficie 5,6 par 5,9 mètres et d'une superficie de 25 mètres carrés. Malheureusement, la cabane numéro 1 des Mizines a été démontée complètement en 1955. En fait, elle est fouillée qu'en 1954-1955 de l'été. A été démontée complètement à cause d'un manque de subventions et de logistique. Et on a perdu cette œuvre paléolithique. Le démontage de la cabane effondrée a été effectué en plusieurs niveaux successifs sous la direction Shavkaplyas et Pidoplichka. Au cours du démontage de la cabane, plus de 300 os ont été enregistrés. 273 os de mammouths, 30 individus, un crâne de loup, un humérus de rhinocéros et 30 bois de reins, 20 individus. C'est défini par Pidoplichka. En outre, il faut préciser que quelques os de mammouths de mauvaise qualité de conservation et quelques os tombés à l'extérieur des cabanes avaient été démontés plus tôt au cours du décapage. Le démontage des ossements a commencé par un premier niveau d'enlèvement de bois de rennes. La plupart étaient situés au sommet de la cabane et continué par 4 niveaux successifs d'effondrement des os des mammouths suivant leur superposition. Les étapes de démontage ont été effectuées en gardant les ossements du pourtour pour permettre de visualiser une reconstitution expérimentale de la cabane pour la première fois. L'inventaire des parties anatomiques des ossements des mammouths de l'ensemble de la cabane est la suivante pour un total de 173 os et 30 individus. 18 crânes, 21 mandibules, 14, 58 omoplates, 41 bassins et de nombreux os longs, humérus, fémur, ulna, radius, tibia et fibula. Il est regrettable que Pidoplichka n'ait pas donné également une identification par classe d'âge et par sexe qui aurait pu permettre de vérifier si les ossements proviennent d'une accumulation de carcasses d'un troupeau mort naturellement dans la rive du bas du promontoire ou dans un endroit restant à découvrir. Néanmoins, sur la seule base des crânes, l'hypothèse est plausible. Cas de 18 crânes de mammouths des fondations de la paroi a été identifié 5 adultes, 12 subadultes, 1 juvénile par Pidoplichka. Dans l'étape finale de démontage, le cercle de crâne des fondations avec les défenses de pourtour révélant la paroi de la cabane et les poteaux en os plantés au sol ont été laissés in situ. Cela a permis de réaliser une reconstitution expérimentale de la cabane en élévation et en volume. L'intérieur de la cabane révèle que la surface de 20 mètres carrés a été aplatie en approfondissement par endroits de 40 à 60 cm. Pour la première fois, cette reconstitution partielle est réalisée en grandeur nature, directement sur le lieu des fouilles, a mis en évidence que la fondation de la cabane numéro 1 a été effectuée en enfonçant circulairement dans le sol un ensemble de crânes des mammouths.
qui sont les éléments de base de la construction. En effet, la forme circulaire de la cabane numéro 1 est obtenue par 15 crânes formant la base de la paroi de la cabane à un crâne sur le côté. Parmi eux, 5 crânes ont des défenses dans leur alvéole. 2 crânes avec les 2 défenses et 3 crânes avec un seul défense. Or, ces crânes avec les défenses dans leur alvéole sont enfoncés en position verticale, montrant ainsi la conception architecturale de la forme générale de la cabane. Dans le secteur sud-est, il y a une lacune de 2,5 mètres de longueur dans la série des crânes qui a été aménagée avec les os longs et des os plats, omoplates et bassins. C'est ici que s'est située probablement l'entrée de la cabane. Un autre point important dans le mode d'édification de la construction en élévation et en volume est fourni dans la partie centrale par la présence de 4 poteaux fabriqués avec des pierres, fabriqués avec des paires de l'os longue et des fragments de défense enfoncés profondément jusqu'à 40 cm dans le sol. L'enregistrement effectué pendant les fouilles révèle plusieurs caractéristiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour confirmer ou discuter des différentes interprétations dans la reconstitution de la cabane des Mésines. Dans cette discussion, il faut prendre en compte non seulement la localisation des ossements comme les éléments de la structure, mais aussi l'usage d'éléments en matière périssable qui n'ont pas été conservés, mais plus que probable utilisés, comme des perches en bois, des peaux d'animaux, des tendons et des cordes. Tout d'abord, la disposition des os enchevêtrés et empilés révèle que la construction en os de mammouth est circulaire. Ces fondations s'appuient sur un cercle de 16 crânes, 5 crânes avec des défenses dans leur alvéole, qui sont associés avec des os plates, omoplates et bassins, des os longs, humérus, ulna, radius, tibia et fémur, et des mandibules pour consolider et stabiliser la paroi de la cabane. La disposition circulaire des 5 crânes avec les défenses dans leur alvéole en position verticale effectuée pendant l'expérience des terrains fournit la clé de la conception en élévation de cette architecture. Ainsi, les défenses des mammouths, grâce à leur longue courbure, ainsi que des perches en bois non conservées, enfoncées dans les alvéoles vides, des alvéoles vides pourraient avoir servi comme des éléments d'élévation, voire des charpentes. Les perforations et les creusements notés à plusieurs reprises dans les omoplates, des bassins, des os longs, révélant sans doute des modes d'attachement et d'emboîtement obtenus à l'aide des tendons pour la stabilisation des parois. Par ailleurs, la disposition initiale de 2 crânes des mammouths trouvés à l'intérieur de la construction effondrée, secteur Est, reste toujours discutée. Soit ils appartenaient à la paroi et se sont effondrés avec des autres os à l'intérieur, soit ils étaient situés à l'intérieur comme poteau central. Il faut signaler enfin que les os de la paroi de la construction ont été probablement stabilisés par le colmatage du l'os, extrait de l'aplatissement du sol de 40 à 60 cm dans la partie nord-ouest.
La structure de l'habitat est également élevée par des os longs et des fragments de défense qui sont plantés verticalement dans le sol comme des poteaux. Il peut être prolongé par le perche en bois. Cependant, le mode de construction du charpente peut être toujours avoir d'interprétations variables à cause des éléments en matière périssable non conservés. La même question se pose pour le mode de couverture de la cabane par les peaux des animaux chassés. D'après le liste de la faune des Mésines, l'hypothèse la plus plausible est que la construction a été couverte par des peaux de rennes, 83 individus qui s'est identifié, et ou par des peaux de chevaux, 61 individus qui étaient identifiés sur le site. Le bois des rennes peut avoir servi pour l'attachement et la fixation des peaux à l'aide des tendons ou des cordes non conservées. Il faut aussi noter la présence d'un crâne du loup avec 3 vertèbres, trouvé sous une omoplate et un bassin, dans le dernier niveau de décapage, dans la ligne des carrés 32 et 25 de la partie centrale de la cabane effondrée. La position initiale dans la cabane de ce crâne du loup peut recevoir différentes interprétations, comme par exemple un accrochage rituel sur un toit ou probablement ce qui reste d'une peau naturalisée. Dans la faune des Mésines, il faut noter 59 loups qui appartiennent à 1004 os ont été identifiés. La structure d'habitat numéro 1 des Mésines est en fait, c'est une cabane circulaire dont nous connaissons les dimensions. L'architecture des parents incluant les fondations, les empilements et les accrochages des os entre eux, et les techniques d'élévation, défense dans les alvéoles, os longs emboîtés. Cette cabane s'est effondrée après son abandon, entraînant le basculement de la plupart des os vers l'intérieur et de quelques os seulement vers l'extérieur. Leur fracturation et leur fragmentation, particulièrement au point d'attache, perforation des os plats, épiphyse creusée des os longs, crâne, l'interprétation de l'amorcellement d'ossements comme une structure rituelle ou comme une rite d'abandon du site n'est pas donc pas convaincante du fait de l'accumulation de preuves d'un effondrement après l'abandon. La difficulté méthodologique est ici de bien distinguer et de bien caractériser plusieurs processus des plus récents aux plus anciens. Sédimentation et conservation de la structure effondrée. Effondrement de la cabane. Construction de la cabane, approvisionnement des ossements de la cabane. Même démonter les données d'archives de la cabane de Mésines mettent bien en évidence le processus d'effondrement après l'abandon. En outre, la microstratigraphie, si elle avait été pratiquée, aurait sûrement mis en évidence le collage du loess du colmatage des parois préalables à l'effondrement de la cabane, comme cela a été observé à Goncy. Dans la construction de la cabane numéro 1 des Mésines se trouvent des os peints. Malheureusement, la peinture sur les os n'a pas été vue pendant les fouilles et le démontage de la cabane. C'est pourquoi, au moment des expériences de la reconstitution de la paroi de la cabane, tous les os du niveau supérieur du décapage ont été démontés.
à l'exception des crânes. La découverte des ossements a été faite plus tard dans le musée de zoologie à Kiev. En conséquence, dans les deux principaux ouvrages, la localisation des ossements peints est seulement signalée comme des os regroupés, probablement des os du culte, trouvés sur le sol des carrés 24 à 25, sans autre précision de leur disposition. Toutefois, il faut noter que dans ces carrés larges de 2 mètres par 2 mètres, il faut préciser, la position exacte de chaque os peint n'est pas mentionnée par rapport aux autres os de la construction. D'après Kapla, ces os peints, je cite, s'est situé sur le paroi de la cabane et sont ensuite tombés sur le sol, qui était écrit après décapage. À la suite de cette découverte, Sergei Bibikov a proposé une autre interprétation, de voir les os peints comme, je cite, un ensemble musical qui a été abandonné sur le sol de la cabane. Pourtant, l'analyse détaillée du carnet des fouilles et du plan de la cabane de 1955 permet de mettre en évidence la disposition exacte de ces os peints. Les 6 os peints de la cabane numéro 1 de Mézine proviennent des parties anatomiques des mammouths largement utilisées dans la construction des Mézines. Ce sont une omoplate, un bassin, 2 mandibules, un crâne et aussi un fémur qui porte en outre une gravure géométrique. Concernant la disposition exacte de ces os décorés, il faut toujours d'abord souligner que les os peints constitués de 2 mandibules et du grand Ludmila, on a perdu ta voix. Ludmila, tu m'entends? Je pense que Ludmila n'a pas d'Internet pour atteindre. Oui, parce que ça bouge pas non plus. Oui, ça va revenir, mais c'est l'instabilité. Oui. Tu peux faire l'intervalle, Louis, en chantant? Quoi? Tu peux entretenir le public en chantant si tu veux. Mais pourquoi? Tu veux que tout le monde parte? Non, pas tout de suite, pas tout de suite, après les questions. Oui, on attend que Ludmila revienne. Parce que Ludmila, il y a un problème avec son Internet. Oui, elle n'est plus là, d'ailleurs. Ils ont souvent des difficultés, François aussi. Hein. Oui, oui. En Belgique, il n'y a pas le super Internet. Hein? C'est ce que j'étais en train de penser, que c'est être trop proche de la Commission européenne. François est parti. Eh oui, parce que c'est le même. Bon, on va voir s'il revient. L'Internet, c'est au nord de l'Europe.
Est-ce qu'il faut l'inviter encore ou je ne sais pas ce qu'elle… Non, non, parce qu'elle, elle peut rentrer sans problème parce qu'elle avait l'invitation qui est envoyée sur les calendars. Oui. Ah. J'espère qu'elle va revenir. Elle est où, dans quelle région du monde, là? Belgique. Et en Ukraine? Belgique. Ah, Belgique. Ah, donc c'est pour ça. Donc ils n'ont pas d'Internet, alors. Ouais, c'est ça. Avec François, ils sont tous les deux… Ouais. on leur a supprimé l'Internet.